Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes locales de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Bienfaits et périls du tourisme, nous irons en Bretagne et en Occitanie au début de ce journal pour découvrir deux rapports au tourisme très différents avec les chaînes TBO et Via Occitanie. Quand certains cherchent à protéger leur territoire, d'autres tentent d'attirer plus de vacanciers. La tendance survivalisme aussi à découvrir dans cette édition. Vosges Télévisions a pu suivre un stage d'un week-end organisé en pleine forêt. Bain de boue et pompe au programme, vous le verrez. Et rencontre dans cette édition avec Denis Dupuis, auteur et écrivain. Il vient de sortir un nouveau roman où l'on suit les aventures du docteur 33, un docteur toulousain à la vie tourmentée et philosophique. On commence ce journal avec toujours le même dilemme pour les zones touristiques pendant les grandes vacances. Comment attirer des visiteurs, développer l'économie locale et en même temps préserver son territoire. La presqu'île de Crozon, sur la pointe bretonne, fait partie des terrains prisés des touristes. Mais l'afflux de visiteurs crée d'importants problèmes de circulation, notamment pour les riverains, comme l'a constaté sur place Louis Floch pour TBO et TB Sud, les chaînes locales du groupe Le Télégramme sur place. À l'approche de la saison estivale, la presqu'île de Crozon se prépare à accueillir ses touristes. Les nombreuses plages du littoral attirent les passionnés de glisse. À La Palue, seulement 20 habitants vivent à l'année. Alors dans ces rues très étroites, en pleine saison, l'atmosphère est parfois tendue. Je crois que les surfeurs commencent à prendre conscience qu'on en a ras-le-bol de cette circulation et donc ils font attention à nous. Des problèmes de circulation sur les routes, mais aussi sur les sentiers de randonnée. Les randonneurs sont aussi très nombreux à rallier la presqu'île. L'an passé, ils étaient 60 000 à fouler le GR34. Cet habitué ressent clairement les conséquences de la surfréquentation. Ah oui, moi j'ai vu une dégradation du sentier là vers l'île Vierge qui est impressionnant. Le bois aussi, et j'ai même remarqué, j'avais admiré un pas maritime qui était près d'un banc qui 4 ans après est détruit. Durant l'été, la population de la presqu'île est multipliée par 4. Face à cet afflux, la mairie de Crozon et son maire, Patrick Berthelot, s'organisent pour permettre l'accueil des visiteurs. Et nous avons donc un certain nombre de projets d'organisation, de signalétique qui ne fonctionnera que l'été et pas l'hiver. Enfin, on a plein de projets qui vont permettre de fluidifier, de permettre l'approche des commerces, de faire vivre le centre-bourg, l'accès aux plages, etc. Enfin, tout est lié. Un parking de camping-car est actuellement en construction en amont de la ville. Les nouvelles mesures de la mairie interviendront dans quelques semaines. Voilà, et contrairement à la presqu'île de Crozon qui essaie de limiter l'impact du tourisme, d'autres communes, elles, tentent de les attirer. Pour y parvenir, ces collectivités n'hésitent plus à faire appel à ce qu'on appelle des influenceurs. C'est le cas par exemple de l'office de tourisme de Beaucaire Terre d'Argence, près de Nîmes. Objectif, séduire les followers de ces stars des réseaux sociaux. Un sujet d'Anne-Sophie Pellegrini et de Frédéric Sillet pour la rédaction de Via Occitanie sur place. Peu de personnes franchissent les portes de cet hôtel particulier dans le centre de la ville de Beaucaire, capitale de la Terre d'Argence, dans le Gard. Ah ouais, la photo il est magnifique. Construite au XVIIIe siècle par un riche propriétaire et haut lieu festif dans les années 70, la demeure est aujourd'hui privée et constitue un décor de rêve pour qui voudrait se faire prendre en photo. Mais oui. Ok. Mais les cheveux et tout. Allez. Ça envoie de la Beyoncé là. Shakira. Toutes ces images seront postées sur Instagram. Je trouve que c'est sympa de partager avec les gens qui nous suivent nos découvertes qu'ils n'auraient peut-être pas faites s'ils ne nous suivaient pas. Donc je vois effectivement qu'il y en a certains qui vont où j'ai pu aller et c'est sympa parce qu'ils sont toujours contents des découvertes qu'ils font. Je me sens un peu observée là quand même. Estelle est ce que l'on appelle une influenceuse, comme toutes les personnes présentes ici. 16 Instagrammeurs qui cumulent un total de près de 140 000 abonnés et qui ce jour-là vont être amenés sur les hauts lieux touristiques de la Terre d'Argence. Moi j'ai 2000 abonnés sur Instagram et environ 300 likes par post et 700 vues par story. Je suis plutôt dans le sport extrême et dans le voyage aussi. Je mets juste au milieu. Ouais, au soleil, à droite là-bas, ouais, comme ça. Nickel. Utiliser Instagram pour attirer les touristes sur Beaucaire et ses alentours, c'est une idée de l'Office de tourisme Beaucaire Terre d'Argence. C'est un média qui pour nous est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'avec quelques influenceurs, on peut avoir une portée
qui est vraiment énorme. On n'était pas très fort sur Instagram jusqu'à présent et on est en train d'investir ce nouveau média qui est très porteur et aujourd'hui on peut plus s'en passer. Une publicité à bas coût, car ces influenceurs ne touchent aucune rémunération. Alors quel intérêt pour eux, hormis une visite touristique gratuite, de participer à ces journées Instamit? C'est mon pub, donc je suis photographe et je suis guide aussi. Alors ça aide les gens qui me suivent, ils regardent ce que je fais et je découvre les différentes régions ici, sud de France. Pour ce coup de pub, l'Office de tourisme a fait appel à une agence de communication spécialisée dans les réseaux sociaux et la création de contenus. Transat géant à l'effigie du territoire ou encore ces vieux combis voyageurs devant lesquels les Instagrammeurs peuvent se faire photographier. Une manière de donner un air de vacances et d'aventure au territoire. Moi, souvent, je vais utiliser des hashtags généraux, comme par exemple le hashtag Provence, et regarder qui est-ce qui poste de jolies photos dans ce hashtag, voir si son compte est intéressant, si la personne est de la région, et du coup, potentiellement l'inviter par ce biais. Au total, 300 stories ont été publiées sur les réseaux le jour même de la visite. 52 photos ont été postées et 2 vidéos pour le moment. Tout à fait autre chose. Dans le reste de l'actualité, nous nous rendons en Martinique, où ils sont considérés comme des nuisibles au même titre que les rats. Toute l'année, les agents de la ville de Fort-de-France mènent des campagnes de désiguanisation. Introduit dans les années 60, la prolifération de l'iguane menace aujourd'hui l'iguane endémique et la biodiversité locale. Marie Tricot et Johan Bouolard pour Via ATV sur place. Christian prépare son lasso pour atteindre la cime. Aucun volatile en vue, il part à la chasse d'un iguane. Le geste doit être rapide, autant que cet envahisseur, l'iguane commun, une espèce qui pullule sur les remparts du Fort Saint-Louis. Et l'invasion se répand dans tous les quartiers, faut y aller. Vraiment, il n'y a pas de technique, c'est simplement avoir une bonne canne et puis un beau lasso et puis bon voilà. Et puis c'est s'en approcher d'une certaine façon pour pouvoir le capturer. Ça se fait mal. Cette iguane a été introduit en Martinique dans les années 60. Il gagne aujourd'hui du terrain sur son cousin, endémique de l'île, et menace ce dernier. D'autant que l'iguane commun, peu farouche, est plutôt apprécié de ses observateurs humains. Et il trouve tout ce qu'il faut comme nourriture. Donc la bête prolifère en fonction de la nourriture, hein, comme tout animal. Il y a des gens qui les nourrissent en plus, donc ça arrive. Comme ici sur la savane, il y a des gens qui ramènent des fruits, donc ils sont toujours là, donc ça va vite. Hein. La chasse est ouverte chaque mardi. Priorité aux femelles, qui peuvent pondre jusqu'à 42 œufs minimum à chaque gestation. Là, comme ça, tout ça. C'est un beau mâle. C'est un beau mâle. Une formation a été dispensée aux équipes par l'Office national des forêts et la DEAL, qui les pèse et les mesure une fois capturés. La conclusion est fatale. L'animal est systématiquement mis à mort par tir de carabine. Il est important de lutter contre l'iguane commun parce qu'il est une menace pour l'iguane endémique. Et quand je dis menace pour l'iguane endémique, c'est qu'une fois qu'il se reproduit avec l'iguane pays, les jeunes sont peu à peu détruits et il prend le pas. Une vingtaine de reptiles a été attrapée ce jour-là, en quelques heures à peine. Les équipes de la ville profitent de ces traques hebdomadaires pour rappeler qu'il est interdit d'introduire ces iguanes, de les détenir ou d'en faire commerce. Comment apprendre à faire du feu, filtrer de l'eau ou exécuter les premiers gestes de secours? Eh bien, les stages de survie se multiplient depuis quelques années en France. Bien loin de l'image relayée ces derniers temps dans l'actualité, le survivalisme a surtout pour objectif de repousser les limites des participants. Dans les Vosges, un week-end survivalisme était organisé en forêt, un week-end auquel ont participé Livia Buchelet et Ludovic Bizilla de la rédaction de Vosges Télévisions. Regardez. Sur le dos et on se relève. Allez, et on continue, on va au bout. Exercice commando, conditions humides et une température ne dépassant pas les 12 degrés dans le secteur de la Piquante-Pierre sur les hauteurs de Basse-sur-le-Rue. Les corps sont fatigués et c'est à ce moment bien précis qu'il faut réussir à repousser ses limites dans ce stage de survivalisme. Une mouvance au cœur de l'actualité. Il y a quelques semaines dans notre département, la petite Mia était enlevée par un réseau qui se revendiquait survivaliste et associé à l'extrême droite, loin de l'état d'esprit de ce professionnel. On peut faire de la survie sans pour autant avoir des idées très extrêmes d'un côté ou de l'autre et on peut faire plein de choses. Et le survivalisme, ça commence à partir du moment où on apprend à vivre avec la nature. Clairement, apprendre à faire un feu
apprendre à filtrer de l'eau, les bases du secourisme. Pour moi, c'est le début du survivalisme. Ici, on parle de dépassement de soi où le mental représente 80% de la réussite. Ces 6 aventuriers de 18 à 43 ans, sportifs ou non, avaient choisi de consacrer leur week-end dernier à ce stage de survie. C'est aussi pour savoir où sont mes limites, les repousser toujours. Et j'ai toujours adoré la survie. Je trouve qu'on est dans une époque où en fait, tout peut tellement bouger du jour au lendemain. Apprendre des gestes de premier secours ou savoir se débrouiller tout seul, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Les 2 journées dirigées par des instructeurs qui endossent un rôle, d'où la cagoule, sont rythmées par diverses activités de défense, d'orientation, de secourisme ou d'exercice physique, entrecoupées d'une nuit en bivouac mouvementée. Objectif, aller au bout et ne pas craquer. Plusieurs fois, on les a amenés à leurs limites et plusieurs fois, ils les ont franchis. Donc pour nous, c'est aussi un jeu parce qu'on se rend compte que s'ils ont réussi à franchir une première fois, ils ont augmenté leur seuil de tolérance. Et on les ramène. Et à nous de savoir doser pour nous arrêter au bon moment. Des stages qui ont le vent en poupe ces dernières années. Si la télé-réalité en pousse certains à sauter le pas, la crise sanitaire pourrait elle aussi avoir un impact sur ce succès qui visiblement n'est pas près de s'arrêter. Ça dit que les gens ont envie de revenir à la nature. Après les différents confinements, ils étaient enfermés, ils ont découvert plein de choses d'eux-mêmes. Aussi, c'est une découverte de soi parce qu'ils ne se connaissaient pas comme ça. Ok, debout, sur le dos. Une démarche d'ailleurs accessible même pour les plus jeunes puisque des stages sont organisés dès l'âge de 5 ans, bien loin donc de l'image extrémiste qu'a pu relayer l'actualité de ces derniers temps. Allez, hop, on y va, avec moi, allez. Bien loin de la boue et de l'effort physique maintenant, déguster un verre de vin relève du pur plaisir, surtout en plein été. Et à ce propos, connaissez-vous le vin vegan ? Il s'agit d'un vin sans intrants d'origine animale à l'intérieur. Si vous ne le saviez pas, vous risquez d'en entendre parler pendant vos vacances. Producteurs et commerçants se tournent de plus en plus vers ce type de vin, comme a pu le constater à Bordeaux. Victor Coudreau pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Elle domine le village de Baume, dans le Sud-Gironde. La propriété viticole dirigée par Vincent Labergère s'étend sur 84 hectares. Ici vivent 3 cépages de vignes, Sémillon, Sauvignon et Muscadelle. Mais la vraie particularité du vin produit sur ces terres se trouve ailleurs. Normalement, pour les vins blancs, on utilise de façon usuelle des protéines d'origine animale qui sont soit des cols de poisson, soit de la gélatine de porc, également de la caséine de lait, de façon à clarifier naturellement et stabiliser les vins. Ça, c'est ce qui est utilisé communément. Ici, au Château de Ranne-Vignon, on a fait un choix d'un travail différent, sans ces intrants qui vont nous permettre de respecter cette norme de ne pas utiliser de protéines d'origine animale. Un vin vegan donc, une tendance qui commence à être un argument de poids dans les négociations. Dans ce bar à vin du centre-ville bordelais, on a choisi le château de Vincent Labergère, justement pour son vin sans intrants d'origine animale. Plus qu'une tendance, ça va être aussi un mouvement de fond de l'alimentation végétale en général et de la consommation végane, parce que on voit bien dans les autres pays que ça se développe et que c'est une prise de conscience, quoi. Et ici, toutes les bouteilles et tapas sont certifiées 100% vegan. C'est d'ailleurs le premier bar à vin de ce style en France. Et le vin décidément en pleine révolution, vous allez le voir, près de Limoges, toujours en Nouvelle-Aquitaine, une jeune entreprise, Biophytos, réinvente la jarre en céramique. Cette matière remplace donc le bois ou l'inox pour la conservation et la maturation du vin. La céramique permet notamment de ne pas colorer le vin ni de modifier son goût. Depuis le mois de septembre dernier, un commercial a rejoint l'équipe céramique de Biophytos, preuve de son succès. Un succès raconté par Alain Druot de la rédaction de 7 à Limoges sur place. Après un passage à l'incubateur et un démarrage à Esther, l'entreprise Biophytos a fait le choix de s'installer à la campagne, précisément à Bonnac-la-Côte, à quelques minutes de l'autoroute A20. Aujourd'hui, l'entreprise est en phase de croissance avec une gamme complète de contenants céramiques et porcelaine pour les vins et les spiritueux. Là. Donc là, on a la jarre équipée telle qu'on pourrait l'avoir chez le viticulteur. C'est ça, exactement. Donc le couvercle avec système de fermeture pour venir verrouiller et puis une bonde aseptique en verre. Le niveau de vin va monter ou descendre en fonction des fluctuations de température, de dilatation du vin et puis un petit réservoir qui permet d'inerter en fait
le contenant de façon à ce qu'il n'y ait pas d'attaque, on va dire, de l'oxygène qui pourrait venir transformer le vin en vinaigre. Il a fallu avoir quelques bases effectivement sur la viticulture pour ne serait-ce que communiquer un peu avec les clients pour essayer aussi un peu de les aiguiller, de les orienter sur le choix du contenant. Positionnée entre la céramique et la viticulture, Fanny doit exprimer le plus produit de Biopitos face aux professionnels du vin. Pour plusieurs points. Déjà, elle est inerte, c'est-à-dire qu'elle n'apporte aucun arôme. On a différents types de cuisson, température de cuisson, donc on va pouvoir avoir différentes perméabilités et jouer là-dessus. Donc avoir une micro-oxydation différente, donc plus ou moins importante en fonction du vin que l'on souhaite faire vinifier dedans ou élever. Et pendant ce temps-là, recherche et développement se poursuivent. Donc on travaille sur différents procédés alternatifs pour gagner en productivité, pour gagner en coût également, pour avoir une meilleure maîtrise de ces éléments-là. Donc on a par exemple ce procédé de calibrage en fait, mais avec l'apport d'un robot qui permet d'automatiser et puis d'aller plus loin sur la fabrication de pièces, notamment au niveau de la taille, au niveau des formes. Et puis il y a les techniques d'impression additive. C'est ça, on travaille sur ces techniques d'impression 3D. Ça reste encore en développement, mais ça peut être pour nous un élément de productivité, de flexibilité qui sont importants. Comme chaque semaine, le Grand JT des Territoires vous propose des idées de lecture pour l'été. Aujourd'hui, nous sommes en duplex avec Denis Dupuis. Bonjour Denis Dupuis, vous êtes chirurgien et l'auteur d'un roman qui vient de paraître. C'est votre 3e ouvrage, il s'appelle « Le bien, le mal et l'ordinaire ». Pouvez-vous nous présenter sans trop en dévoiler la trame, cet ouvrage qui se déroule à Toulouse? Il y a d'abord eu Morphine, Bistouri et autres emmerdements aux éditions Le Faucon d'Or, qui retraçait la biographie d'un chirurgien toxicomane à sa jeunesse et son long combat pour se défaire de ses addictions. Le second, Tumulte et submersion, aux éditions Les Presses littéraires, se penchait sur l'existence de ce chirurgien des décennies plus tard, largement défait de sa dépendance. Et donc le troisième reprend le personnage du docteur 33. Il croise Camomille, qui est un infirmier trentenaire, affligé par une toxicomanie très inquiétante, un jeune homme à la dérive qu'il prend sous son aile en espérant l'aider. Denis Dupuis, une nouvelle fois, le lieu d'action est une clinique. Alors, à travers votre roman, souhaitez-vous raconter l'envers du décor d'un monde médical que l'on connaît trop peu? Il est exact que dans mon second roman, j'ai dressé quelques caricatures, quelques portraits peu flatteurs. Mon regard, il se porte plutôt sur l'humain, et en particulier sur l'humain en souffrance, confronté à la maladie. Dans cette optique, je reprends le personnage de monsieur Bellabellès, qui est un vieux monsieur algérien, immigré, que je soigne depuis des années, et qui est affligé par un épouvantable cancer à l'issue inéluctable. Je préfère me pencher sur ses souffrances et y réfléchir que donner des leçons à des confrères que je respecte et que je ne surclasse aucunement. L'actualité, plus précisément la Covid-19, sont-elles des sources d'inspiration pour vous? Elle est tapie dans mon roman, prête à jaillir, parce que j'ai écrit au commencement de l'épidémie. Donc le docteur 33 se questionne quant à la réalité de l'épidémie, sa réalité médicale et scientifique, sans pathos ni émotion, puisqu'évidemment il n'a pas à nier la réalité de cette épidémie. Il se questionne sur les décisions, sur la rationalité des décisions d'un pouvoir pour qui il n'a pas beaucoup de sympathie. Alors le pouvoir, c'est le pouvoir en général. Le docteur 33 revendique une autonomie de pensée, et il n'a pas de parti. Il est aussi question de problématiques métaphysiques dans ce roman. Oui, la métaphysique, la barque à Caron, la fameuse, elle aussi est en filigrane dans mes écrits. L'auteur songe, alors que les ans s'égrènent, que tout cela va prendre fin, et il se demande à quoi rime la mascarade, vers quoi se meut la lugubre procession de cadavres en devenir, où mène le voyage, sur quoi la vie s'ouvre-t-elle. Elle s'ouvre sur de l'humour en réalité, dans mon ouvrage en tout cas. Et l'humour, on le comprend, transpire dans ce nouvel ouvrage. Merci Denis Dupuis. Vous êtes, je le rappelle, l'auteur d'un 3e roman, Le bien, le mal et l'ordinaire, aux éditions Annick Jubien. Bel été à vous. Sans transition, du vélo dans ce Grand JT des Territoires, rien à voir avec le Tour de France qui s'est achevé il y a quelques jours. Du vélo pour arpenter les territoires et faire du tourisme. C'est l'idée originale d'une guide touristique de la Loire,
une autre façon de découvrir les plus beaux spots de la région. Adrien Blétry, de la rédaction de TL7, a testé le tourisme à vélo. Regardez. Du ciel bleu, du soleil et un peu d'effort physique, que demander de plus ? Tout au long de l'année, Stéphanie fait découvrir sa région avec des itinéraires différents. L'un d'entre eux traverse la commune de Coutances pour raconter l'histoire du tissage. On voit notamment la partie la plus courte là, qui est généralement orientée au nord, ce qui permettait de laisser passer la lumière. Le tissage, il fallait vraiment avoir beaucoup de lumière pour voir la précision des fils. Depuis 2 ans, l'Office du tourisme de Forêt-Est utilise des vélos électriques pour faire découvrir le patrimoine ligérien. Donc là on monte et là on descend l'assistance. On s'est dit on voulait peut-être toucher une autre clientèle, voilà, amener un petit peu des personnes qui voulaient découvrir le patrimoine autrement. Et ça s'est vraiment développé donc, cette année par rapport à la crise sanitaire. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse beaucoup de visites en extérieur. Du coup, on a multiplié ces visites à vélo. La balade se fait uniquement sur route. Le but est de découvrir et d'explorer, mais sans prendre de risques. Et à chaque fois, de toute façon, on s'arrête quand on a un commentaire. Et quand on est sur la route, j'ai ma collègue Jessica qui est derrière et qui ferme la marche. Donc ça, au niveau sécurité, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut essayer de faire cette année, c'est développer plus des animations pour les familles en extérieur. Donc là, nous sommes en train de travailler sur une animation sur le site de Donzy, qui est un peu plus loin, Saltan-Donzy, pour les familles, avec les enfants, et en utilisant les technologies modernes, donc notamment avec une application sur smartphone. Stéphanie a quand même la chance de pouvoir toujours exercer son métier et depuis les 2 confinements, les Ligériens ont aussi envie de plus sortir. Au lieu d'une visite par semaine, la guide a triplé. J'espère qu'elle ne va pas trop durer parce que tous les guides qui font des visites en intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a la chance du coup de pouvoir développer des nouvelles thématiques. On a fait la visite 3 fois dans la semaine puisqu'on a eu de la demande, donc du coup on l'a proposé 3 fois. Et si le vélo peut remplacer les bâtons de randonnée, les balades à pied existent toujours. 110 circuits en boucle existent dans 42 communes différentes dans l'est du département. Et maintenant, des tableaux connus dans le monde entier exposés dans les Yvelines. La Joconde, Marilyn ou encore Napoléon Bonaparte. Ces tableaux de maître sont à découvrir actuellement au château de Croissy. Particularité de ces tableaux, ils sont en Lego. Une exposition originale donc pour parcourir les périodes emblématiques de la peinture française et sur des terres impressionnistes. Reportage de TV78, la chaîne des Yvelines. Regardez. Une exposition de tableaux de grands maîtres entièrement construits en briques Lego, c'est l'exposition qui est actuellement proposée au château Chanorier à Croissy-sur-Seine. C'est une exposition sur les tableaux de maîtres. Voilà, donc c'est vraiment une exposition où les gens vont pouvoir s'asseoir, étudier des tableaux et regarder des tableaux comme dans un vrai musée, quoi. Sur place, pas de surprise, la plupart des œuvres présentées sont des tableaux bien connus. Alors dans cette exposition, vous avez une trentaine de tableaux. Donc en bas, vous avez plus le classique. L'impressionnisme bien sûr, puisqu'on est à Croissy, vous allez retrouver le tableau de Renoir. Et au-dessus, à l'étage du dessus, vous allez retrouver un petit peu plus de modernité avec le pop art notamment et Andy Warhol. Toutes les œuvres ont été réalisées à Croissy. L'exposition a représenté 1200 heures de travail et 740 000 briques. À côté de chaque toile, vous avez un cartel qui explique l'œuvre et le nombre de briques Lego utilisées pour l'œuvre et puis le temps passé pour la monter. Un parcours de jeu est prévu pour les enfants. L'exposition est proposée jusqu'au 18 juillet. Mais attention, la réservation est obligatoire pour pouvoir venir visiter. Voilà, pour finir ce journal, partons à la découverte d'un produit de nos terroirs, le fromage de Calanzana en Corse. Un savoir-faire ancestral à base de lait de brebis ou de chèvre d'ailleurs, très apprécié localement. Et on comprend pourquoi avec ces images qui nous donnent l'eau à la bouche. À ce propos, écoutez une bergère productrice de ce fromage caractéristique de l'île de Beauté. Elle dévoile quelques secrets de fabrication au micro de la rédaction de Via Télé Paese, Sandrine Guidoni. C'est un fromage piquant. Il est affiné dans des grandes caisses en bois qui font 2 mètres sur 1 mètre. On met 600 à 700 fromages à l'intérieur, qu'on lave une fois par semaine de 6 mois à 8 mois.
Ça dépend de l'intensité de piquant qu'on veut. Du fromage frais, hein, on met dans des gouttières qui le rendent carré. On le sale 3 fois. Une fois qu'il soit un peu dur, on les met en caisse, on les met sur champ. Qu'est-ce qui fait un bon fromage? C'est l'endroit où les chèvres sont, elles ne mangent pas la même chose, les herbes n'ont peut-être pas les mêmes saveurs pour le lait. Et puis chacun utilise une sorte de brisure différente. Enfin, il y a un tas de petits détails qui fait que le fromage est différent. Voilà un beau fromage corse qui donne envie de passer à table. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes locales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour un tour complet d'actualité. Au revoir à tous et bon courage.